Tu sais, le building, pour l'instant, c'est de la merde, mais dans 5 ans, ça va être payant. C'est un quartier un peu qui me faisait peur. Si tu veux te démarquer en 2023, il faut que ton offre elle soit différente de celle des autres. Moi, personnellement, et je pense que la majorité des gens aussi, c'est beaucoup plus rentable qu'un condo locatif. J'ai pris tout l'argent que j'avais dans mon compte, j'ai acheté 2 semi-détachés. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode aujourd'hui du podcast. Aujourd'hui, je reçois Kim Bruno. Merci beaucoup, Kim, de faire acte de présence aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation. Donc, je vais juste parler de toi rapidement et ensuite, je te donnerai la parole. Donc, voilà, tu es partenaire chez Forest Hill Immobilier. Tu fais aussi énormément de choses. On aura le temps d'en parler. Tu étais dans le commercial, le résidentiel, vente de projets de développement immobilier. Tu es aussi un investisseur, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, merci infiniment. Je te donne la parole. Ben, merci de l'invitation, Adam. Merci. Donc oui, ça fait 14 ans environ que je suis dans l'immobilier. J'ai touché à pas mal tous les domaines parce que c'était pas ma première vocation, l'immobilier. À la base, j'avais étudié en design intérieur et j'ai eu une opportunité d'aller en immobilier, donc j'ai fait mon cours et je me suis dirigée dans le commercial tout d'abord. Donc, avant de faire du résidentiel, j'avais envie de faire quelque chose de différent. J'avais pas envie d'être un agent immobilier type. Par contre, je te dirais que le commercial, à 23, 24 ans, c'était peut-être pas le meilleur choix dans ce temps-là et à cet âge-là pour moi. Est-ce que tu dirais que aujourd'hui, dans ce cas-là, le commercial est peut-être plus attractif ou peut-être quelque chose qui t'intéresserait ou vraiment ce que tu fais en ce moment, c'est ce que tu veux faire? En fait, je trouve que maintenant, les gens sont peut-être plus ouverts. Dans le fond, c'était c'était un milieu qui était beaucoup plus masculin dans ce temps-là. Puis, je me sentais pas valorisée dans le sens où j'avais l'impression que je visitais beaucoup de bâtiments, mais je signais pas de listing parce que c'est des listings souvent qui valent plusieurs millions de dollars. Donc, nécessairement, les propriétaires de ces bâtisses-là préféraient les mettre dans les mains de quelqu'un qui avait plus d'expérience. Alors que dans le résidentiel, c'est un peu plus facile de faire sa place parce que, je pense qu'on en voit plus des femmes. Mais les choses ont changé maintenant. Par contre, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse? J'en ai pas fait depuis longtemps. Puis, c'est différent le commercial. C'est pas les mêmes formules, les mêmes contrats. Un peu comme si on va dans la construction neuve. Mais c'est plus quelque chose qui m'intéresse. Donc, quand moi, j'ai des propriétés quand j'investis dans une propriété qui est commerciale, au lieu de prendre le listing moi-même, bien que j'aille ma licence commerciale, je préfère le donner à quelqu'un qui est dans ça à temps plein, qui a un Rolodex. Ça n'existe plus des Rolodex, mais je le dis quand même qu'il y a un Rolodex de clients déjà. Je fais un petit shout-out à Joshua Hazen qui vient de nous signer un bail de 7 chiffres. Alors, souvent, ça vaut la peine, tu sais. Oui, je pourrais le faire, mais est-ce que ce serait aussi bien fait? Puis, est-ce que j'aurais eu les mêmes opportunités qu'à le donner à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans? Je suis pas certaine. En fait, pas du tout. Je suis pas mal certaine que je l'aurais pas eu. Quand on parle de commercial, on parle de 5 logements et plus. Bien sûr, on parle de tout ce qui est restaurant, bâtisse industrielle, etc. Exact. Donc, commercial, tu l'as enlevé de tes priorités. Mais est-ce que le multilogement, c'est toujours d'actualité? Le multilogement, présentement, au prix qu'ils sont à Montréal et au taux d'intérêt, c'est peut-être pas le meilleur investissement. Je pense que présentement, dans le marché, si on veut investir, il faut quand même avoir les reins solides. Je regardais une bâtisse sur Sainte-Catherine qu'on a négociée il y a déjà un moment, dans le temps que c'était le bon temps avec les taux, qui s'est closé finalement au taux actuel du marché. Puis, je peux te dire que c'est des paiements mensuels qui sont faramineux. Le coût de la construction a monté. Toutes ces choses-là ont changé. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'investir maintenant et il faut vraiment avoir les reins solides. C'est un bel investissement que j'ai fait. Je suis contente de l'avoir fait. On a un rez-de-chaussée commercial. On a des condos en haut. On a 4 condos. On va en construire 4 autres par-dessus. Au final, dans 5 ans, la plus-value va avoir la peine et le building, disons, va se payer dans une quinzaine d'années. Donc, à ce moment-là, ça va être très intéressant. Mais disons que les 2 premières années, on va se serrer la ceinture, c'est difficile. Les coûts de construction que j'avais établis quand on regardait le bâtiment il y a 2 ans, avec les taux d'intérêt d'il y a 2 ans versus qu'est-ce qu'on est maintenant,
on parle de presque le double. Donc, c'est sûr que c'est à budgéter, à faire attention. Donc, oui, c'est d'actualité, c'est encore des investissements, mais il faut y penser. Il faut faire des choix qui sont peut-être plus judicieux. Il faut mieux compter ces chiffres, je pense, dans le marché actuel. Si tu l'as quand même, si vous avez pris quand même possession de ce bien-là en ce moment, c'est que même si, disons que si tu l'avais fait 2 ans avant, tu aurais eu plus de marge il y a 2 ans. Si tu l'as quand même fait maintenant, c'est quand même que sur l'avenir, tu vois quand même que c'est une opportunité que tu ne devais pas manquer. Exactement. Donc, en fait, c'est un quartier qui est en plein développement. Tu vois, j'ai fait beaucoup de construction neuve, puis je me suis spécialisée à 25 ans dans le secteur de Griffintown, alors qu'il n'y avait absolument rien là-bas. Ouais. Donc, j'ai moi-même fait des investissements dans le secteur qui ont facilement doublé. Les gens pensent c'est pas de l'argent rapide, puis c'est pas de l'argent facile. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on investit en immobilier, on n'a pas plein d'argent qui rentre du locatif. Souvent, on arrive kiff-kiff, mais le capital se paye et la propriété monte en valeur. Donc, c'est cette partie-là qui est intéressante. Donc, d'investir dans le quartier où on a fait, qui est juste une rue à l'est du village. Je savais très bien que mon dev s'en venait avec 12 étages en avant et Prével avec 2000 condos en arrière. Ils ne sont pas encore faits. Eux vont arriver en 2025, 2026, etc. Et donc, j'ai eu l'immeuble à un meilleur prix, dans le fond, que si j'avais acheté une fois que tout alentour est construit. Donc, le but, c'est vraiment de s'asseoir là-dessus, d'attendre. Et c'est vraiment avec la plus-value du bâtiment que ça va être intéressant. Si, une fois qu'on a le bâtiment, il est tout loué, on peut facilement le revendre à un fonds d'investissement. On pourrait revendre, on pourrait aller chercher un permis pour construire 12 étages, puis simplement le revendre à un builder. Tu sais, il y a plein d'options qu'on peut faire. Donc, la panoplie est là, mais je pense que le plus sage présentement, ça serait juste de le garder à long terme, de le refinancer, d'acheter d'autres choses, de continuer dans cette voie-là, qui est une voie que j'aime beaucoup parce que je connais le développement, parce que je connais le locatif, parce que je connais ce marché-là. Et avec mon background de designer, ça me permet de faire beaucoup de travail moi-même, donc sauver des frais de designer, sauver des frais dans les matériaux aussi, parce qu'évidemment, j'ai quelques contacts que je peux utiliser. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me plaît, plus que qui me plaît, qui me passionne. Ouais, qui te drive. Qui me drive vraiment. Je trouve ça cool. Les projets, oui, c'est stressant. À chaque fois, je me dis, ouf, OK, tu sais, celui-là, ça peut être une faillite comme ça peut être un très bon coup, tu sais. Mais il y a une espèce d'excitation, justement, dans ce challenge-là. Puis, si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est ça, c'est ce que je dis à tout le monde. Ben, tu as souligné plusieurs points. Tu as parlé un peu de ton investissement, que tu as aussi un background en design. Je voulais parler aussi juste de ton positionnement en ce moment chez Forest Hill. Ouais. Donc, j'ai vu récemment que tu es devenu partenaire, je pense que c'est cette année-là, exact. 2023. Exact. Est-ce que tu peux juste nous détailler un peu sur ce que tu fais avec eux? Oui. Où tu as aussi, bien sûr, tes projets à côté, j'imagine. C'est un peu un 50-50, tu dirais? Exactement. Donc, en fait, la COVID a changé beaucoup de choses dans l'immobilier. Oui. Donc, moi, à ce moment-là, ça faisait 12-13 ans que je me spécialisais en construction neuve au centre-ville et je ne vendais que des tours de 100 condos et plus avec mes équipes de vente. Ce qui était passionnant, que j'aimais toujours autant qu'avant parce que chaque projet est différent, chaque projet apporte son lot de challenge, on peut mixer un peu de design là-dedans aussi. Par contre, ayant la mairesse Plante, il y a eu beaucoup de restrictions au niveau des logements sociaux, des ça. Ça a fait peur à beaucoup de promoteurs immobiliers. Ensuite, la COVID est arrivée. Donc, on a eu des problèmes, les coûts faramineux pour les matériaux de construction, la main-d'œuvre qui était pratiquement inexistante. Donc, on a vu beaucoup de projets qui ont fait faillite, qui ont eu des délais, qui ont eu des montées de coûts. En 2021, j'avais dans mon pipeline 6 projets sur l'île de Montréal, puis un peu dans l'Ouest aussi, que j'allais lancer. Et les 6 projets ont été mis sur la glace. Okay. Pourquoi? Bien, pour toutes les raisons que je viens de t'énumérer, ces gens-là, ces promoteurs-là se sont dit, on est mieux de s'asseoir sur nos terrains, payer les taxes, puis quand le marché se sera stabilisé, quand on sortira de la COVID, quand on aura plus de chance avec les permis, la mairesse, etc., on reviendra en force. Sauf que moi, ça me laissait dans un espèce de néant.
Ça te laissait avec potentiellement des clients. Puis aussi, pas de job. OK. Donc, ça, c'est quand même quelque chose. Donc, j'aurais pu m'asseoir sur mes lauriers puis dire, ben je vais attendre que ça passe, mais j'ai des factures à payer comme tout le monde. Alors, j'ai décidé de modifier mon approche. Donc, j'ai parlé à, en fait, un propriétaire d'agence avec qui j'ai été pendant plusieurs années. Puis lui venait d'acheter les droits pour lancer Forest Hill au Québec. Donc, en fait, Forest Hill existe déjà. C'est une bannière de l'Ontario qui a à peu près 40 bureaux, 1000 agents. Donc, de l'amener ici. Puis j'ai dit, écoute, ça m'intéresse parce qu'il va falloir que je me réinvente un peu le temps que le marché du condo neuf reprenne à Montréal. OK. Alors, j'ai dit, pourquoi j'embarque pas dans l'agence? Je vais faire un rebranding, je vais aller chercher des agents, je vais m'occuper du recrutement de ces choses-là. Puis je pense que j'ai beaucoup à apporter aussi en termes d'expertise là, pour pouvoir justement faire du coaching pour les plus jeunes. Alors, j'ai embarqué dans l'agence. J'ai pas eu le temps encore de la lancer officiellement, de l'annoncer, disons, officiellement, puis de commencer mon recrutement parce que j'ai été occupée avec une panoplie d'autres projets. Parce qu'en me réinventant, moi, je suis quelqu'un qui défonce les portes, qui prend chaque opportunité. Et j'ai eu l'opportunité de travailler avec un fonds d'investissement qui a pris beaucoup de mon temps de ma fin de grossesse jusqu'à maintenant. Dans le fond, eux ont beaucoup de propriétés de location court terme, OK. de type vacances, donc des chalets au Québec, aux États-Unis, puis ils vous laissent départir de plusieurs propriétés, mais on n'était plus en 2021, mais eux avaient encore dans l'idée qu'on pouvait vendre leur chalet au double du prix de ce qu'ils avaient payé en 2020. Puis j'ai dit, écoute, je peux le lister, là, ton chalet, mais on ne le vendra pas. Mais ce que je vais faire, c'est, je vais le lister. Et s'il n'est pas vendu dans un mois, je vais le flipper. OK. Je vais le rénover. En fait, ce que je lui ai dit, c'est combien tu es prêt à descendre ton prix? Puis je vais prendre une partie de ça, la moitié. Je vais rénover le chalet. Je sais où investir de l'argent, comment le faire. Puis je vais le vendre au plein prix. Alors, ça a fonctionné. J'ai commencé à flipper des propriétés pour eux et en même temps pour des clients, pour des amis. Donc, ça m'a tenue tellement occupée que j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper de l'agence. OK. Et à travers tout ça, je travaille aussi sur un projet qu'on lance en Estrie. Donc, on a un domaine de 47 propriétés qui commence à 3 millions terrain en su. OK. Donc, vraiment un domaine très luxueux de propriété qui va... c'est pas de style cottage. Ça va vraiment plus être des maisons primaires, bien que certains vont le prendre en secondaire, mais je veux dire... donc ça m'a gardée occupée aussi. Ça s'en vient très bientôt. Donc, oui, je me garde occupée. Il y a l'agence, mais il y a aussi mes petits projets personnels. Quand on est en nouvelle construction, il y a deux façons. On peut être soit agent immobilier ou travailler directement pour le développeur. À ce moment-là, on n'a pas besoin de la licence d'agent immobilier. C'est un autre monde complètement, la nouvelle construction. Mais j'essaie de jumeler les deux pour que l'agence puisse en profiter au maximum. C'est très intéressant que tu parles voilà, du marché entre 2021, Covid, mi-Covid, Ouais. et en ce moment. Tu as parlé aussi de tout ce qui était chalet, locatif, flip, etc. Moi aussi, je suis dans le domaine, donc ça tombe très très bien. Je voulais qu'on parle aussi, voilà, tu connais un peu le marché, etc. Moi, je suis plus positionné sur les Laurentides. Je ne sais pas un peu si tu connais un peu la zone là-bas. C'est vrai qu'en 2021, la demande, elle était exponentielle. Moi, je te parle, pas nécessairement de vente, parce que moi, je suis plus en gestion de patrimoine et de propriété au niveau des Laurentides. Au niveau des chalets locatifs, c'était vraiment très intéressant. Si j'en avais, je te dis un chiffre, une dizaine, je les aurais loués, les 10, sans problème. Alors que cette année, avec ce qui s'est passé aussi à Montréal, tu sais, l'immeuble au Vieux-Montréal qui a pris feu, tout ce qu'il y a eu autour de ça, ils ont fait très attention aussi avec la distribution de permis, etc. Juste ma question par rapport à ça, c'est j'avais l'impression qu'en 2021, la demande, elle était bien au-delà, mais toi, comment tu vois cette demande-là aller sur les années à venir? C'est drôle parce qu'en chemin ici, dans la voiture, je parlais avec une jeune femme qui m'a écrit sur Instagram justement pour avoir des conseils, qui voulait développer un terrain. Et j'en ai beaucoup présentement qui m'appellent avec ce questionnement-là. Les gens ont vu l'effervescence qu'il y a eu en 2021.
Et tout le monde a voulu... Moi, le premier. C'est ça. Excuse-moi de te couper, parce que Non, moi, le c'est premier, je suis sur un projet dans les Laurentides où on est toujours en demande de permis, on a plus de 50 acres, on doit faire des routes. Ça fait déjà 3 ans qu'on travaille sur les permis. C'est l'enfer avec la municipalité. Un classique. Ouais. Mais oui, c'est ça. En fait, ceux qui ont fait les bons coups, c'est pas nécessairement ceux qui ont acheté en 2021. En 2021, ceux qui ont fait les bons coups, c'est les agents immobiliers. On a fait des belles commissions, mais ceux qui ont fait les bons coups, c'est ceux qui ont acheté avant 2021. Sauf que 2021 est arrivé et là, tout le monde s'est dit, on veut devenir agent immobilier. Oui, d'accord, mais encore, c'est pas si facile que ça, être agent immobilier. C'est pas vrai que c'est comme dans Selling Sunset. Tu sais, on regarde Selling Sunset, les filles sont habillées en designer, on les voit arriver avec leurs grosses voitures, ils vendent des maisons. C'est pas la réalité des agents. Et c'est sûr qu'en 2021, les gens se sont mis à acheter. Les taux étaient tellement bas, sauf que les gens prenaient variable 1,5, c'est le fun. Mais c'est plus drôle quand tu signes 2 ans après à 6. C'est ça. Donc, mais les gens sont toujours un peu en retard sur le trend. Fait qu'en 2023, j'en ai encore qui me contactent en me disant « Mais je veux faire du short-term rental, puis je veux investir là-dedans. » Puis je leur dis « Est-ce que tu as fait un business plan? Est-ce que vraiment, là, pas qu'est-ce que tu as vu à la télé puis tu as vu qu'il y a une compagnie qui fait beaucoup d'argent là-dedans. Est-ce que tu t'es assis? Est-ce que tu as regardé les coûts de construction, les coûts de maintenance? Le taux de locatif dans ton secteur, est-ce que tu es loué à 30 de l'année, à 40 à 50 Est-ce que tu es loué à 10 Est-ce que c'est saisonnier? La localisation de ton achat, est-ce que tu es sur l'eau? Est-ce que tu es un ski-in, ski-out? Ou tu es en plein milieu de nowhere qui fait que ton prix va descendre? T'sais? Est-ce que c'est une localisation qui se loue juste l'hiver parce qu'il n'y a rien l'été? Il y a tellement de petites choses qui viennent pour que ce soit rentable parce que tout le monde a voulu se lancer là-dedans. Il y en a tellement. C'est ça. Il y a tellement de gens qui ont voulu se lancer dans le... Là, on est spécifique, on parle du chalet locatif. Oui. Mais c'est ça. Il y a eu beaucoup de gens entre fin de l'année 2020 et 2022 qui se sont dit, voilà, c'est un bon marché. En vrai, quand tu y penses, moi personnellement, et je pense que la majorité des gens aussi, c'est beaucoup plus rentable qu'un condo locatif. Oui. Beaucoup, bon, j'exagère, mais je te dirais que pour un condo locatif, j'ai fait pas mal de calculs et comme tu as dit, c'est soit break-even, soit en ce moment tu perds, on ne se le cache pas. Ouais. Alors qu'un chalet, bien sûr, ça dépend si tu l'as financé ou si tu l'as acheté. Ça dépend aussi, c'est quoi ton taux hypothécaire, etc. Exact. Mais je pense que sur une location, même si c'est que le week-end ou en short term en tout cas, c'est sûr que c'est plus avantageux. Le fonds d'investissement pour qui j'ai vendu des chalets cette année avait un retour sur investissement d'à peu près entre 11 et 12 pour leurs clients. Donc, après que ce soit payé, après les salaires, après tout ça. Donc, c'était quand même très, très, très payant. Mais tu vois, eux, cette année, la raison pourquoi j'ai vendu leur chalet, c'est qu'ils s'en départissent au Québec parce que le marché n'est pas assez rentable. Donc, en fait, eux n'avaient pas d'hypothèque. Okay. Toutes les propriétés étaient payées comptant. Donc, c'était vraiment, il faut que l'argent rentre pour ramener de l'argent au fonds d'investissement. Et même sans hypothèque, ils ont décidé de se départir de ces propriétés-là. Ils ont gardé quelques ski-in, ski-out, disons, Tremblant, Charlevoix, mais ils ont bougé beaucoup leurs actifs aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on peut louer pour beaucoup plus cher. Okay. Donc, pour eux, ça faisait du sens de se déplacer là-bas. Puis je pense que ça suit la tendance du marché présentement. C'est sûr qu'il va y avoir des bons coups à faire, mais je reviens à, comme mon bâtiment, pour l'instant, ça va prendre des reins solides et aux taux d'intérêt qui sont présentement, si tu te fais financer ta construction, ton chalet, ton terrain, etc., ça va être difficile d'être dans le plus. OK. J'avais une petite question pour toi. Est-ce que tu connaîtrais, c'est intéressant, j'aime bien donner des chiffres aussi pour détailler ce qu'on dit. Est-ce que tu connaîtrais les régions, le top 3 des régions au Québec où les dépenses en construction résidentielle, on revient sur du résidentiel, sont les plus élevées? Alors, c'est un article de l'Institut de statistique de Québec qui est sorti en 2023. Donc, ça serait pour l'année 2022. L'année 2022. Ouais, donc c'est un peu ce qu'on parlait, c'est la suite logique. Alors là, il faut que je devine. C'est ça, mais c'est les régions, tu sais. Donc, Montréal. Montréal en 1, exactement. Certainement. La région de Montréal avec... La Montérégie. La Montérégie, exactement, en 2. Et Québec?
Non, mais on en a parlé juste avant. Vas-y. Les Laurentides. Les Laurentides. OK, d'accord. Ça. Ah ben oui, parce Donc, qu'il y a beaucoup d'argent là-bas aussi. c'est ça. Donc Montréal, c'est à peu près 24,5% du marché, pour te donner le chiffre exact. La Montérégie, c'est 7,8, c'est 17,8, excuse-moi. Et les Laurentides, c'est 8,7% quand même. Ça fait à peu près plus de la majorité, plus de 50% Quand même. de la construction. Donc c'est vraiment très intéressant. On va revenir, si tu veux bien, à voilà, ce que tu fais day to day, de tous les jours. Donc tu nous as dit voilà, tes projets en développement, construction neuve. Est-ce que tu voudrais peut-être parler un peu davantage on a parlé de Griffintown, si tu veux on peut approfondir sur Griffintown. Oui, ben Griffintown, ça a été spécial. En fait, tout le mouvement Griffintown a été quelque chose. Quand j'ai été approchée j'ai approché un développeur pour faire son projet en 2011. Il n'y avait pas de tour de 20 étages. Il n'y avait rien de ça. On 2011 commençait... déjà? 2011, oui. Wow. Donc, c'est dans le temps où, en fait, à la base, si je ne me trompe, et je ne m'abuse, peut-être que je me trompe, mais si je me rappelle bien, Griffintown, c'est un ancien quartier industriel irlandais. Et le but était que Devimco achète tous les terrains et en fasse une espèce de quartier 10-30. Donc, beaucoup de commercial au rez-de-chaussée et des condos en haut. Donc, ils ont mis plusieurs offres sur des terrains, mais certains propriétaires ne voulaient pas nécessairement vendre. Donc là, ça devenait un peu disparate. Et comme certains propriétaires ne voulaient pas vendre, d'autres développeurs sont venus, ils ont acheté des terrains un peu plus chers, puis ils ont décidé de développer. Puis je trouve qu'il a manqué énormément de planification. C'est peut-être arrivé un peu trop vite. Okay. Ce quartier-là, il n'a pas été si bien planifié que ça. Donc, beaucoup, je dirais, tout ce qui est les infrastructures, l'aqueduc, les rues, le stationnement, ça n'a pas été bien pensé. Le manque d'écoles, on a une mairesse qui pousse pour des logements familiaux, mais il n'y a pas d'école. Fait que c'est beau vouloir des familles, mais il n'y a pas de stationnement, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Finalement, on regarde 12 ans plus tard. Moi, ça fait 10 ans que j'y habite. C'est pratique. J'ai un bébé. J'ai une garderie. Ça n'a pas été si difficile que ça en trouver une. J'ai toutes les commodités alentour à distance de marche. Donc, c'est un quartier qui est quand même le fun, mais il manque un peu de vibe. Puis, il y a encore beaucoup de disparités. Je pense qu'à la base, le quartier aurait dû être fait peut-être plus rapidement, mais mieux pensé. Là, il se fait par petits morceaux ici et là, puis on évolue avec, on comprend, mais tu sais, les besoins comme le stationnement, les besoins comme les écoles sont toujours pas comblés. On en voit parler dans les forums, mais tu sais, il se passe rien vraiment de concret. Donc, il y a plein de petits problèmes comme ça qui n'ont jamais été réglés dans ce quartier-là Ouais, le manque de transport en commun aussi. Le manque de transport en commun. Tu sais, le métro Bonaventure est un peu plus loin. Les prix ont monté incroyablement à Griffintown et c'est que là, les prix ont monté, mais il y a tellement d'offres qu'on revient à est-ce qu'avoir un condo en locatif à Griffintown, c'est payant? Exactement. Au prix de maintenant, avec le taux des intérêts, avec la compétition qu'il y a, t'arrives kiff-kiff, comme ceux qui ont acheté probablement dans les tours belles, des choses comme ça, tu sais. Mais pour ceux qui ont acheté en premier, ça a été extrêmement payant. Ceux qui ont été patients, qui ont passé à travers la construction, ben tu sais, you reap what you sow, là. Ils ont eu quand même des bénéfices, là, tu sais. Ils ont acheté des unités vraiment... pour ce qui est du marché là, tu peux pratiquement faire le triple, si je ne me trompe pas. Oui. Écoute, je me rappelle, on vendait à 200 $ le pied carré, là. Tu sais, puis les penthouses, on était à 300 le pied carré. Je veux dire, maintenant, pour un studio, ça commence à 450 $ le pied carré, là. Donc, c'est sûr que c'est un autre game, et c'est ça qui est le fun d'investir dans des nouveaux quartiers. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois à la nouvelle construction, je crois au développement. Mais tu peux avoir des bons coups comme tu peux en avoir des mauvais. J'avais investi dans un autre projet à la Chine qui, finalement, a fait faillite et mon dépôt a été pris là pendant 4 ans. OK. Tu sais, fait que oui, tu peux faire des bons coups, oui, tu en fais des mauvais. Tu sais, il faut juste que tu t'assures d'être bien protégé, de faire tes études. Après ça, ben, tu sais, le projet a fait faillite à cause de la COVID, les matériaux, ces choses-là. Je peux rien y faire. Tu sais, je suis un peu une victime de quelque chose que je contrôle pas. Mais ça fait partie de la vie. Puis, tu vois, ça m'a pas empêché. J'ai pris cet argent-là, puis j'ai acheté l'autre bâtiment, justement, avec mon partenaire de Forest Hill. Et la route continue
pour moi, l'immobilier, ça reste un investissement qui est intelligent parce que l'immobilier ne descend jamais. Elle peut stagner, mais elle ne descend pas. Fait qu'elle va toujours finir par monter. Alors, pour moi, c'est quelque chose de safe que je connais, dans lequel je suis confortable à investir, que ce soit autant résidentiel que commercial, ou d'aller dans du développement, justement. Je trouve que c'est super intéressant. Quand tu vois aussi par rapport au marché canadien, tu disais voilà, que l'immobilier, de toute façon, ça va jamais. Ça va soit stagner, soit prendre de la valeur. De toute façon, on se base toujours j'imagine, sur des villes canadiennes un peu qui sont proches de nous, ou pas vraiment, vu que Vancouver, c'est quand même à 7 heures de vol. Mais sur le marché de Vancouver, sur le marché de Toronto, on est quand même loin au niveau du prix. Oui. Donc, j'imagine que ça reste quand même un investissement safe, quoi qu'il arrive, vu qu'a priori, on devrait quand même rattraper ces villes à un moment donné. Est-ce qu'on va les rattraper, Adam? Je ne le sais pas. OK. Je pense que Montréal est son propre entité qui peut faire peur. Le Canada anglais, c'est plus facile pour les gens d'ailleurs, à l'international, d'investir dans les villes anglaises où ils peuvent visiter, se rendre, les gens parlent la langue, c'est plus facile. Le Québec, on est une province qui est évidemment française, donc ça le sait plus, c'est magnifique, il y a beaucoup plus de culture, mais ça le sait moins aussi côté investissement. Puis je pense qu'aussi, on a eu toute la vague de séparatistes qu'on a moins eu dans les dernières années, mais qui revient. Mais quand il y a eu une grosse vague séparatiste, on a eu quand même beaucoup de grosses compagnies qui ont bougé leurs sièges sociaux à Toronto, à Ottawa, à Vancouver, qui sont partis du Québec, qui a fait qu'on a perdu beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de grosses compagnies, beaucoup d'argent, beaucoup de taxes, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Puis je pense que les compagnies sont quand même frileuses à venir se réinvestir en grand nombre au Québec. On le voit, on a une belle expansion dans tout ce qui est... pas les médias, mais je veux dire, tu sais, que les trucs comme Ubisoft, en technologie, ça, on a une belle avancée là-dedans. Mais on a eu des petits step back à cause de certaines décisions qui font partie de nous, du peuple québécois. Mais c'est ça, parce que j'ai l'impression que les gens de l'extérieur du Québec, ils ont comme un peu peur de venir investir au Québec. Ils connaissent pas un peu le marché, ou ils se disent, voilà, c'est un peu différent du reste du Canada. Exact. C'est un peu les facteurs que tu as énoncés. Exact. Par rapport, Puis, présentement, on a une loi pour les acheteurs étrangers. Donc, ils ne peuvent pas acheter ici pour une période de 2 ans, sauf dans les endroits qui sont ultra commerciaux, là, disons Tremblant, Charlevoix, Banff, des trucs comme ça. Mais je trouve qu'avec les taxes qu'ils ont mis à Vancouver, à Toronto, ça devient beaucoup plus intéressant pour eux de commencer à acheter ici. Donc, il n'y a pas encore cette taxe-là. C'est moins cher. Donc, ça devient un peu plus intéressant. Mais est-ce que pour le Québécois moyen, c'est à son avantage? Parce que ça fait quand même une levée des prix. Puis, si on regarde nos salaires par rapport au reste du Canada, on est quand même en dessous aussi du reste du Canada. Donc, c'est un peu normal qu'on paye un peu moins. Donc, je pense qu'il y a toute une question d'équilibre puis de gestion qui va en jeu quand on parle des prix de l'immobilier présentement au Québec, là, et de l'offre et de la demande par rapport au reste du Canada. Ça prendra le temps qu'il faudra, j'imagine. Tu as parlé aussi d'expansion de Griffintown, de tout ce qui est un investissement du quartier peut-être, de miser sur un quartier qui est en développement ou pas encore, comme avec la propriété que tu as achetée. C'est quoi peut-être un quartier que tu dirais que, voilà, dans le prochain Griffintown, en fait? Le prochain Est-ce que tu en vois un? Oui. Si tu en vois un, lequel? Bien, j'avais beaucoup d'espoir en la Chine. J'avais beaucoup d'espoir dans le projet. J'ai travaillé à Villanova pendant 2 ans. J'avais beaucoup d'espoir dans ce projet-là. Je pense que le joueur clé qui avait le projet a fait que ça a été problématique. Le changement à la mairie a fait qu'il y a eu des nouveaux arrêts, des nouvelles demandes qui ont fait que c'est plus long à développer. Je pense encore qu'il y a beaucoup de potentiel à la Chine parce qu'ils ont un bord de l'eau, ils ont énormément de parcs, ils ont les meilleures écoles à Montréal. Donc, il y a beaucoup de potentiel là. Il y a beaucoup de potentiel dans l'est de Montréal. Le plateau est devenu très dispendieux, alors les artistes ont beaucoup bougé leurs studios puis leurs choses vers Hochelaga. Nous, comme je te disais, on a investi une rue à l'est du village,
je vois l'expansion de ça. Tu sais, je suis allée à Montréal du futur il y a quelques mois, puis ils présentaient, entre autres, les projets qui s'en viennent, mais celui du Molson, par exemple. OK. Donc, c'est un projet qui s'échelonne sur 20 ans. Molson, en dessous du pont Jacques-Cartier, ça va devenir iconique, ce quartier-là. Le pont, les feux d'artifice, c'est magnifique. Les accès sont faciles. Mais de construire tous ces condos-là, ces bureaux, ce commercial-là, quand on regardait la maquette, c'est pas non seulement le Molson qui va s'étendre vers l'ouest, mais il monte aussi vers Sainte-Catherine, qui se rapproche de mon building. Puis entre ça, bien, on voit l'esplanade de Prével qui est en train de faire 2000 condos. On voit Mondev qui est en... Donc ça aussi, selon moi, c'est un quartier qui est, pour l'instant, un peu sketchy. Je te dirais que quand je vais à mon bâtiment, je n'y vais pas le soir. Je n'y vais pas seule. On s'est fait défoncer 8 fois, on se fait squatter. Je me suis fait lancer une bouteille d'eau par la tête en disant, parce que quelqu'un faisait pipi sur mon building, puis je lui ai dit d'arrêter, d'aller faire ça ailleurs. C'est un quartier qui est un peu ghetto, mais quand je me suis assise pour regarder les chiffres, puis j'ai vu qu'alentour de moi, il y avait des locataires AAA, une SQDC, une BMO, un marché métro, que l'autre bord de la rue, j'avais une station de métro. J'ai fait « OK, il y a quand même des gros joueurs en place qui font que c'est juste une question de temps avant que ce quartier-là soit revitalisé au complet. Donc, si, encore une fois, tu as les nerfs assez solides, puis tu fais bien tes calculs, puis tu es capable de tenir ta propriété pendant 2 à 5 ans, plus 5 ans, je te dirais que ça va faire des bons coups. Si tu achètes dans un quartier qui est déjà développé, tu achètes à Westmount, une maison à Westmount, tu vas la payer le prix de Westmount. Merci, bonsoir, ça finit là. Tu n'auras pas une grosse plus-value dans le temps, là, je veux dire. Pas vraiment un investissement. C'est pas un investissement. C'est pour toi. Il faut que tu saches prendre des risques et que tu aies des reins solides si tu veux faire un bon coup en immobilier. Tu sais, c'est sûr que d'investir à Griffintown en 2011, c'était pas le fun. Quand je vendais, mon bureau était dans l'ancien Moretti, puis je me rappelle, j'avais des problèmes avec les itinérants, la police venait pas, on se faisait défoncer. Je me suis fait courir après avec mon ordinateur dans les mains parce que 2 gars voulaient me le voler. J'ai dû me cacher dans un restaurant. Puis je devais dire aux gens, investissez ici, c'est le futur, ça va être incroyable, vous allez faire un investissement. Tu sais, il fallait prendre ces risques-là. Tu sais, les développeurs qui ont investi là, il y avait une vision du futur, puis il y avait du guts. Exactement. Le quartier que tu as énoncé, est-ce que c'est Sainte-Marie? Est-ce que c'est le nom? Ça fait partie de Ville-Marie. Ça fait partie de Ville-Marie. Oui. Un peu à l'est du village. Du village. Exactement. C'est marrant que tu parles de ça parce que à un moment aussi, je voulais acheter un condo locatif et à Prével. Oui. Et c'est exactement comme tu disais, je regardais les alentours. Il y a des choses, il y a déjà des choses qui sont en place, mais ça m'a fait peur sur le moment parce que voilà, avec tous les désagréments qu'il y a pour l'instant dans ce quartier-là, c'est un quartier un peu qui me faisait peur. À l'époque, c'était pendant Covid. Ouais. Donc, comme tu as dit, c'est vrai qu'il faut en fait avoir une vision sur du long terme. Et comme avec Griffintown, j'imagine que le processus va... Un peu aussi Hochelaga, peut-être. Hochelaga, oui, c'est absolument. peut-être l'étape supérieure après ce quartier-là dont on parlait. Oui. Il y a beaucoup, comme je te disais, les artistes déménagent beaucoup vers Hochelaga. C'est un quartier qui s'est revitalisé, qui se revitalise tranquillement avec des plus petits projets. C'est moins de la haute densité, mais ils commencent à faire des beaux projets de qualité. Puis il y a beaucoup c'est sûr que c'est de la gentrification, mais ça fait partie de la vie puis ça fait partie du futur aussi, là. Mais oui, c'est un beau quartier aussi qui se développe. Une question que j'avais, on en a répondu en partie, c'était quel facteur, donc comment tu choisis en fait une propriété avant de l'investir? Comme tu as dit, voilà, il y a le quartier, il y a plusieurs choses. Il y a tellement de choses qui vont en jeu qui sont autres que le prix de la propriété. Je pense que c'est important de faire, c'est de voir, oui, pour le prix de la propriété, les taux, les intérêts, qu'est-ce que tu vas payer, qu'est-ce que tu as comme down payment, mais c'est quoi les opportunités avec ce bâtiment-là. Là, on est chanceux, on a signé un bail de 7 chiffres, mais par le temps que les rénovations soient finies pour que ce bail-là embarque, il faut garder en tête qu'on va avoir payé 1 an de loyer. 1 an de loyer et d'assurance sur un bâtiment vide, c'est très dispendieux. Mais outre que ça, il faut payer les rénovations pour pouvoir offrir un base building aux locataires qui est adéquat. Donc, tu te dis, oui, j'ai fait 7 chiffres sur 10 ans, mais
si je fais mon breakdown, ça me revient à tant. Donc, tu sais, dans mes calculs, je dois absolument faire les condos qui sont en haut pour que le building devienne self-sufficient, ce qui veut dire investir encore plus d'argent, demander des permis. Il faut tout garder ça en tête. Dans la localisation, on en a parlé. Ce qu'il y a alentour, c'est important. Qu'est-ce qui s'en vient? Faire des recherches sur qu'est-ce qui s'en vient dans le secteur. C'est quoi le type de clientèle qui va être là? Ça va t'aider aussi. Est-ce que je construis, disons, des 2 chambres, une chambre, des studios? Des trucs plus familiales? Est-ce que j'ai besoin... Tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent moins de frais de condo? Est-ce qu'ils veulent plus de services? C'est quoi la clientèle qui est là en ce moment? Ou qu'est-ce que je peux faire qui est différent des autres projets dans le secteur? Il y a tellement de choses à calculer. Ça prend un peu d'expérience si tu es pour aller gros comme ça. Mais moi, je reviens toujours à dire qu'il faut que tu prennes un risque dans la vie. Qui ne risque rien n'a rien. Quand j'avais 24 ans, en fait, je me séparais d'une relation et où je payais la moitié du loyer, la nourriture, des rénovations, et c'est ça, mais tout était à son nom. Évidemment, j'ai rien eu en partant. Puis quand je suis retournée chez ma mère à 24 ans, j'ai trouvé ça difficile pour mon ego. J'ai dit, OK, ben tu sais, ça ne m'arrivera pas 2 fois. Puis je suis allée acheter des propriétés locatives. Je ne connaissais rien là-dedans. Dans ma famille, on n'avait pas d'immobilier, on n'avait pas de biens locatifs. Donc, tu vois, ça, c'était un risque. J'ai pris tout l'argent que j'avais dans mon compte. J'ai acheté 2 semi-détachés. Puis ma mère, elle m'a dit, ben tu fais quoi? Tu vas déménager là-bas? Puis j'ai dit, non, parce que je ne serais pas capable de payer le loyer. Puis elle était comme, mais tu vas faire quoi? Puis j'ai dit, je vais aller louer. Puis elle dit, mais si c'est pas loué, mais j'ai dit, je vais faire faillite. Mais je sais pas. J'ai dit, il faut que je prenne un risque. J'ai acheté sur papier des constructions neuves. Puis j'ai dit, maman, si tu me laisses rester dans ton sous-sol, ben ça va m'aider. Je vais pouvoir empiler un peu d'argent. Puis quand je serai prête à partir, tu sais, je vais m'acheter quelque chose. Au lieu de louer, puis, ben tu sais, juste perdre un peu d'argent tous les mois. Donc, c'est un risque que j'ai pris, qui a été difficile les premières années parce que je ne savais pas comment bien choisir mes locataires. Mais fast forward, ça c'était en 2011, fast forward 12 ans plus tard, je me suis servi de ces propriétés-là comme leverage pour mettre le dépôt sur le building downtown. Fait que, est-ce que j'ai bénéficié en 12 ans de ces loyers-là? Non. Tu sais, c'est des loyers annuels, je break even, puis des fois même j'ai perdu, mais la propriété a pris de la valeur, le capital s'est payé et ça m'a permis de prendre ce chunk d'argent-là pour faire ça avec ce building-là. Donc j'ai pris un risque qui a été payant 12 ans plus tard. L'immobilier, c'est rare que c'est gratifiant. À moins que tu fasses vraiment un flip immobilier, là, c'est rare que c'est gratifiant on the spot. Il faut que tu sois patient, il faut que tu sois intelligent. Puis comme je te dis, il faut que tu ailles dans des quartiers. Des fois, si tu veux une plus-value qui est intéressante, il faut que tu ailles dans des quartiers qui se développent. Donc, repartons quand tu as commencé à investir. Tu as commencé avec, si j'ai bien compris, des plex ou c'était... Des semi-détachés. Des semi-détachés. Ouais. Quand tu dis semi-détachés, c'est-à-dire des petites maisons? C'est des maisons en rangée. Exact. Donc, ça serait un seul logement, 2 logements? 2 logements. 2 logements, OK. Donc, à partir de ce moment-là, tu n'as pas fait de rénovation, tu as juste... c'était neuf. Donc, moi qui travaille dans le neuf, j'avais une belle préférence pour le neuf parce que quand on achète dans le neuf, surtout si c'est pour être du locatif, ce qui est intéressant, c'est que le promoteur garantit son produit pour 5 ans. Donc, tous les défauts de construction, les ci, les ça. Donc, la toiture est neuve, tu n'as pas à la changer. Tu sais, le prix que tu payes quand tu achètes dans le neuf, normalement, c'est sans casse-tête. Donc, j'aimais beaucoup cette formule-là. Puis je me disais, la garantie dans 5 ans, si elle n'est plus là, bien, au pire, je revends. T'sais. Mais j'ai pas eu à investir dans ces maisons-là énormément. Je te dirais qu'en 12 ans, j'ai mis 15 000 dans une puis 20 000 dans l'autre. Donc, overall, et ça m'a permis, évidemment, les loyers ont augmenté dans le temps aussi. Puis ça aide, vu que c'est souvent moi qui fais mes travaux avec mes amis aussi. Là, donc, c'est sûr que ça a donné une belle plus-value. Pour 20 000, j'ai estimé que la plus-value était de 60 000 environ. Donc, pour moi, c'était un no-brainer de le faire. Puis de toute façon, aux 10-12 ans, il faut que tu le fasses. Faut tu sais, les slumlords qui ne s'occupent pas de leurs locataires, moi, mes locataires sont là, ça fait des années. Ils payent à tous les mois. J'ai pas à courir après. J'ai pas à me casser la tête. S'il y a des petites choses, ils les réparent eux-mêmes. Parce que quand tu es un bon propriétaire, tu peux en avoir des locataires de merde. Là. Ça arrive toujours. Ça arrive toujours. Mais je veux dire, quand tu prends un bon locataire, il va être reconnaissant que tu sois un bon propriétaire. Fait que, tu sais, moi, s'il y a un problème, c'est parfait, on le règle tout de suite. Je ne me stinerai pas avec toi.
ça va être réglé, tu sais. Puis de l'apprécier aussi, mon locataire, puis de lui montrer que je l'apprécie, tu sais. Tu vois, j'ai un locataire présentement qui a un garçon, son fils est autiste. Et ben là, il arrive à 18 ans, donc il n'y a plus de suivi gouvernemental. Puis quand j'ai fait des rénaux chez eux, il m'a dit « Ah, j'ai dit, puis, tu sais, comment tu trouves ça, les rénaux? » Puis il m'a dit « Ben, j'aurais aimé ça avoir une plus belle chambre. » Puis tu sais, dans ma tête, oui, mais, tu sais, je veux dire, c'est pas ma job de propriétaire de décorer ta chambre, on s'entend. Tu sais, moi, une rénovation, ça va être changer les planchers, changer une salle de bain, changer les escaliers, peu importe, tu sais. Mais ça m'a comme tellement touchée que j'ai dit au propriétaire, écoute, au locataire. Au locataire, pardon. J'ai dit, envoie ton fils dormir chez sa mère pendant quelques jours. Puis finalement, j'ai refait sa chambre au complet. J'ai tout décoré, un nouveau lit, des nouveaux draps, de la nouvelle déco. J'ai vraiment tout refait sa chambre en cadeau parce que je me disais, tu sais, vous êtes fins, vous êtes des bons locataires. Puis ça me fait plaisir de le faire pour ce petit gars-là, tu sais. Fait que je suis pas du genre à couper les coins ronds. Autant dans mon agence, dans la vie, tu sais, je pense qu'on voit souvent les agents immobiliers comme des espèces de vendeurs de chars usagés qui sont un peu requins. Puis oui, il y en a, mais moi, c'est pas mon approche. Mon approche est de redonner dans la vie, tu sais, comme... Je me valorise pas à montrer mes acquis, mes avoirs. Je me valorise à redonner aux gens dans la vie, tu sais. Puis c'est comme ça dans mon approche business aussi. C'est pas vrai que tu es obligé de diriger avec une main de fer. Tu peux être une main de fer dans un gant de velours, puis tu peux aussi apprécier les gens, puis ça fait que les gens te sont beaucoup plus fidèles, loyaux, ils restent avec toi des années, puis c'est comme ça que les opportunités viennent avec le bouche-oreille aussi. Quand tu travailles fort, puis tu es honnête, puis tu es humble dans ta pratique, je pense que ça te revient beaucoup, 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 beaucoup. Tu reçois ce que tu mérites. Donc exact. C'est sûr que c'est une très belle histoire. D'abord, merci beaucoup de l'avoir partagée. Et je voulais revenir sur... parce qu'en ce moment... sur les dernières années aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des buildings, des blocs appartements, rénové, faire des rénovations, augmenter les loyers, ce système de refinancement. Toi, si je comprends bien, c'est pas vraiment ton système. Toi, tu es plus vraiment sur de la construction neuve, tu investis sur tes locataires. Est-ce que tu as déjà fait un projet un peu comme ça, sur du refinancement de rénovation, peut-être sur des anciennes bâtisses, où tu as mis de l'argent, tu as eu peut-être des problèmes là-dessus? Je le fais pour des clients. OK. Je le fais pour des clients. Comme moi, mes propriétés sont neuves, généralement, j'ai pas beaucoup de rénovation à faire, sauf le building qu'on vient d'acheter là, sur Sainte-Catherine, qui est à refaire de A à Z. On va en parler après. Par contre, c'est sûr qu'au Québec, la réalité des propriétaires n'est pas celle des propriétaires ailleurs. On a un cap d'augmentation qu'on peut faire par année. Et souvent, tu sais, je navigue sur les forums immobiliers en ligne et les propriétaires n'ont pas la cote, hein, parce qu'ils pensent que vu qu'on est propriétaire, on est riche puis qu'on fait de l'argent avec eux. Mais je te donne un exemple. Une rénovation de 20 000 $, si tu peux juste augmenter ton loyer de 50 $, disons, bien 50 $, 20 000 $, ça prend 20 ans à te repayer. Mais il va falloir que tu fasses d'autres rénovations dans 10 ans et dans 20 ans. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ont de l'air méchants parce qu'ils se serrent la ceinture, parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de monter les loyers pour justifier faire des grosses rénovations. Et évidemment, il y a eu plein de gens qui ont fait à travers ça qui ont sorti leurs locataires, qui ont fait des rénovations, qui ont monté des prix incroyablement, mais qui n'avaient pas nécessairement le droit de faire ça, parce que c'est quand même... c'est quand même réglementé au Québec. La section là. G des bails, des baux de location. Donc, il y en a beaucoup qui ont fait ça, mais moi, dans ma pratique, j'essaie de rester toujours dans la légalité, puis ça ne m'intéresse pas de faire ça. Par contre, si quelqu'un m'appelle pour flipper sa maison, ben, je vais faire toutes tes rénos, puis je vais la mettre à vendre ou à louer. Tu sais, ça j'aime ça faire ça, mais le choix reste celui du propriétaire après. Tu proposes vraiment le service complet de... Exact. Autant en construction neuve qu'en résidence. Donc, évidemment, je vends des maisons. Je vends des maisons, je vends des chalets, je vends des condos. Mais j'aime beaucoup la partie où je dis aux clients, quand besoin est, évidemment, de dire, écoute, c'est pas ton domaine, les rénovations. Mais si on investit 10 000 dans ta cuisine, puis 10 000 dans ta salle de bain, bien, ton 20 000, je vais te revenir
40 000 de plus. Laisse-moi faire, je sais, j'ai accès à des fournisseurs de planchers, de salles de bain, de ci, de ça, qui ont des prix que tu n'auras pas. Puis, c'est pas juste ça, il y a une gestion quand tu fais des travaux. Tu peux pas faire... il y a une séquence que tu dois suivre pour que les rénovations soient faites, que ça fasse du sens. Donc, moi, je peux vraiment faire ton projet clé en main. Je vais te le faire, ton budget. Je vais te dire, ça va coûter tant. Avec un petit peu de home staging, on va être capable de revoir tant. Ça va me prendre 3 semaines, 1 mois. Fais-moi confiance. Ça, cette partie-là, j'aime vraiment ça. Je fais la même approche en construction neuve. Je leur dis, je peux juste venir vendre ta propriété, ton condo, mais je peux aussi monter ton bureau des ventes, m'occuper de monter tes documents légaux. Je peux aussi gérer tes vendeurs. Je peux gérer l'administration. Je peux faire tous les choix de fini avec tes clients. Je peux faire ton service après-vente. Évidemment, je fais tous les follow-up au niveau du financement. Donc, je peux faire une petite partie où je peux tout faire. Donc, je m'adapte, dans le fond, vraiment aux besoins du client. Puis, si tu veux te démarquer en 2023, il faut que ton offre elle soit différente de celle des autres. Donc, moi, juste dire, appelez-moi, je peux vendre votre maison. Appelez-moi, j'ai la solution pour vous. Whatever it is, we're going to find it, we'll figure it out, puis j'ai la solution pour vous. Ne me rassure-moi, tu fais pas ça tout seul, tu as une équipe avec toi parce que J'avais une équipe avant la COVID. Depuis la COVID, je travaille pas mal tout seul, mais j'ai beaucoup de soutien administratif au bureau que j'utilise. OK, oui, avec Forest Hill, c'est ça. Exact. Tu arrives à les implanter, voilà, dans que ça soit la vente, le staging ou... Ça, je le fais pas mal tout moi-même parce que je suis très perfectionniste et j'adore ça. Et j'ai travaillé souvent en équipe avec d'autres personnes qui étaient, disons, mes égaux et finalement, je faisais toujours plus de travail. Donc, il y avait des frustrations qui se créaient de mon côté. Donc, j'aime mieux travailler seule. C'est plus... Moi, j'aime moins le côté administratif, paperasse. On a une directrice de conformité au bureau qui m'aide beaucoup à ce niveau-là. Mais quand vient le temps de faire le staging, d'être sur place, de faire les rénovations, j'aime que ce soit moi. Puis quand je dis à un client, écoute, ton projet va être prêt dans 3 semaines, quand j'étais enceinte juste avant d'accoucher, j'étais à 9 mois de grossesse et j'étais dans une rénovation dans les Laurentides où le peintre qui venait peinturer les armoires de cuisine m'a cancellé à la dernière minute. Mais je voulais vraiment livrer la propriété, avant le 20 ou 21 décembre pour pouvoir avoir les gros loyers des fêtes en la louant, cette propriété-là. Alors, écoute, enceinte de 9 mois, je suis allée avec mon oncle de 78 ans, ma mère de 73 ans. Ils ont peinturé les armoires parce que je ne pouvais pas être dans les fioums, mais moi, j'étais là, je montais le leaking en haut, le matelas, je montais les meubles, je stageais et j'ai livré le 21 décembre. Donc, je suis quelqu'un qui aime ça s'impliquer. J'aime ça m'impliquer, mais j'aime le travail manuel. Quand tu finis un projet, de le regarder puis faire « Cool, I did that. C'est moi, j'ai fait ça, puis ça va, ça marche, tu sais. » Fait que non, j'aime ça. J'ai pas... Oui, une équipe, j'en avais beaucoup, mais je te dirais que toutes les équipes que j'ai eues dans le temps, c'était plus au niveau du soutien administratif. La partie que je trouve plate. Ouais, donc d'abord, c'est vraiment impressionnant. Ensuite, je comprends vraiment que tu adores voilà, tout ce qui est aller sur le terrain, rencontrer, tu as tes contacts, que ça soit pour la rénovation, staging, tu t'occupes. Donc, en fait, tu as une compagnie à toi toute seule. En gros. Vrai. Si tu veux, on revient un peu sur, si tu veux un peu détailler le building que tu as acheté sur Sainte-Catherine. Écoute, où on en est présentement, là, on commence les travaux parce que ça a été long à avoir les permis. Puis, on voulait signer le bail aussi afin de connaître les besoins du locataire. Donc, c'est un beau challenge de développement. Le building est complètement vide. C'est un building qui était squatté. Ça aide aussi au niveau de la ville parce qu'ils sont un peu en quête de régler le problème des buildings vides en ce moment. Donc, les requêtes, à ce moment-là, passent un petit peu plus vite. Mais ça va être impressionnant. C'est 4000 pieds commercial. Ensuite, j'ai 2 étages qui font à peu près la moitié du building, qu'on va faire 4 condos. Puis, on va construire un autre 2 étages derrière pour faire des condos aussi. Donc, ça, j'espère que ce sera l'héritage de ma fille. Je fais ça pour ça. Je fais ça en pensant à ça aussi. Tu sais. Je pense que c'est important de laisser un petit quelque chose parce que je trouve que pour les jeunes, maintenant, c'est difficile. C'est difficile pour eux d'être propriétaires, d'avoir l'accès à la propriété
par rapport au salaire qu'ils font, au coût de la vie maintenant. C'est sûr que je trouve que de pouvoir laisser quelque chose à ma fille plus tard, c'est quasiment essentiel maintenant quand on a des enfants, si tu veux sécuriser leur futur. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Une dernière question sur ce volet un peu investissement. Euh, comment tu définirais un bon investisseur? On en a parlé, tu en as parlé aussi longuement. Peut-être juste un peu rappeler les facteurs de ça. Ben, je pense qu'un bon investisseur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Ça, c'est la première chose. Il faut que tu prennes un risque. Pour avoir un gros retour, il faut prendre un risque. Mais il faut que ton risque soit calculé. Donc, oui, prendre un risque, mais de bien faire ses devoirs, de bien faire son business plan et d'être réaliste sur qu'est-ce qu'on veut comme retour. Est-ce que c'est un retour dans 5 ans, dans 20 ans? Est-ce que c'est un refinancement? Est-ce que c'est un flip? Est-ce que c'est une revente? Est-ce que c'est une location? Il faut vraiment avoir un bon business plan. Parce que de dire « je veux acheter un Plex », oui, mais encore. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est quoi le plan? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent à court terme, à moyen terme, à long terme? Est-ce que tu veux en acheter d'autres? Est-ce que tu as des rénovations à faire? C'est quoi les intérêts? Combien tu as de mise de fonds? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire avec ton argent? Tu sais, je te donne un exemple. Tu veux investir en immobilier, mais tu ne veux pas te casser la tête. Bien, tu peux investir comme... Moi, j'aime investir en immobilier parce que c'est ce que je connais. Le fonds d'investissement pour lequel j'ai travaillé beaucoup en 2023, eux, tu peux leur donner ton argent et ils vont te faire un retour, comme je te disais, qui était entre 11 et 12 %. Selon moi, qui est une valeur sûre parce que c'est des propriétés locatives court terme. Puis j'ai eu accès à leurs chiffres, à leur inventaire. Donc moi, c'est quelque chose, si je voulais absolument pas me casser la tête, dans lequel je m'investirais. Par contre, je pense que si tu veux un encore plus gros retour, ben ça, faut que tu prennes le risque. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas peur de dire, OK, mais tu sais, le building, pour l'instant, c'est de la merde, mais dans 5 ans, ça va être payant. T'sais, fait que je vais le prendre, le risque, mais prendre le risque veut aussi dire que tu assumes tout ce qui vient avec. T'sais, fait qu'il y a des façons sécuritaires d'investir dans l'immobilier, puis tu as des façons un peu plus risquées. Ça dépend de quel type d'investisseur que tu es. C'est comme quand tu vas à la banque, puis tu leur dis placer mon argent. Oui, est-ce que vous voulez haut risque ou bas risque? Bas risque, tu as moins de retour. Haut risque, tu as plus de retour, mais tu peux perdre aussi. Donc, c'est vraiment juste d'établir quel type d'investisseur tu es, puis à partir de là, te faire un bon business plan. L'immobilier, ça reste de toute façon un investissement. Oui, 100%. Comme tu l'as dit, comme avec la banque, ça dépend où tu veux placer ton argent. L'immobilier, ça revient au même. Pour tes projets futurs, est-ce que tu te vois rester dans tout ce qui est développement immobilier sur de la construction neuve, ou est-ce que, j'imagine, tu as quelque chose derrière la tête? Bien, c'est sûr que la construction neuve, ça reste ma passion première en immobilier. Donc, je veux continuer là-dedans. C'est un bon gagne-pain, c'est le fun, ça me permet de toucher au design. Je veux développer l'agence immobilière plus. Ça, je trouve ça fun. Je trouve le fun, le côté humain. Je pense aussi que j'arrive dans un point dans ma carrière où j'ai envie de redonner, puis d'apprendre aux nouveaux agents aussi. Peut-être des fois de leur montrer que c'est pas facile en commençant, puis il faut que tu travailles fort. Puis c'est pas comme dans les émissions de télé, c'est pas Selling Sunset, c'est pas tout le flash qu'on montre. Il faut vraiment que tu travailles fort puis que tu t'impliques. Puis j'ai envie de m'entourer de gens qui ont cette mentalité-là aussi, qui sont humbles, qui redonnent, qui travaillent fort, puis de bâtir quelque chose dans l'agence avec ça. Est-ce qu'après, il va y avoir d'autres agences Forest Hill qui vont peut-être partir de ça, d'agents qui ont été avec nous, qui ont aimé ça, qui veulent partir leur branche, parfait, pourquoi pas. Mais c'est sûr que je vais probablement être toujours dans l'immobilier parce que c'est vraiment ça ma passion de A à Z. Je fais d'autres choses, je touche à d'autres choses. Je fais des podcasts, j'ai été mannequin longtemps, je fais encore du branding association, je fais encore un peu de médias et tout, mais c'est pas... C'est quelque chose que je trouve qui titille mon côté créatif, mais c'est moins ma passion que l'immobilier. OK. Tu as aussi, on n'en a pas parlé, mais tu fais énormément de choses. Tu as aussi une association, je pense, qui s'appelle Les Belles et les Bêtes. Exact. Si je ne me trompe pas. Ça n'a rien à voir avec l'immobilier, mais c'est quelque chose aussi qui te drive, qui te passionne. Exact. Est-ce que sur le volet d'apprendre à la génération future, donc tu as dit que tu fais des podcasts, est-ce que tu fais aussi
des conférences? Est-ce que Oui, tu je fais des t'impliques? conférences, je m'implique. Tu vois, je viens de faire 2 conférences avec Les Paillettes, qui est des entrepreneurs femmes. On avait plus de 3000 femmes entrepreneurs qui étaient inscrites. J'ai pas le temps de faire du mentorat, mais je réponds à tous mes messages. Chaque fois que quelqu'un m'écrit, des fois, ils vont me présenter leur business plan ou ils vont me poser une question par rapport à leur business, mon avis sur quelque chose, je vais le donner. Est-ce que c'est toujours le meilleur avis? Peut-être pas. J'ai pas étudié pour être coach. Je ne suis pas coach. Mais tu sais, je le fais de bon cœur. Je pense que c'est important. Ma fondation, Les Belles et les Bêtes, en fait, ça a parti parce que j'ai fait partie de ceux qui voyaient l'immobilier comme une espèce de cash cow, selling sunset et tout. Puis il fut un moment où je m'achetais beaucoup de choses de designer, puis tu sais, j'aimais ça le montrer. Puis à un moment donné, j'ai fait, 1, ça l'attire pas, le genre de regard que j'aime. 2, ça me représente pas. Puis 3, qu'est-ce que ça laisse comme derrière moi, comme legacy? Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait, écoute, on change ça, on va changer de tactique. Moi, j'aime mieux redonner. Donc, j'ai parti ma fondation pour les animaux. Je m'implique avec l'Hôpital de Montréal pour enfants. Je fais le déjeuner à chaque année. J'ai le 2159 aussi, qui est un organisme que j'aide beaucoup avec Action Nouvelle Vie en Montérégie, duquel j'ai fait la prise en charge d'une adolescente de la DPJ qui est venue habiter chez moi. Donc, je pense que mon mindset a beaucoup changé avec le temps. Puis, comme je te dis, tu sais, je suis très reconnaissante pour les belles opportunités que j'ai eues parce que moi, je viens d'un passé qui est moins rose. Moi, je viens d'un passé avec la DPJ qui était chez nous, un père alcoolique, violent, qui était en prison, sur le bien-être social. Tu sais, moi, je me suis rebellée. J'ai fait 3 écoles secondaires. J'ai travaillé dans les bars. J'avais aucune confiance en moi. Je n'étais pas partie sur la bonne voie. Le design et l'immobilier m'ont ramenée sur la bonne voie. Puis je pense que peut-être au début, j'ai été flashée par l'argent. Puis maintenant, ça m'a rapporté avec les années à la base, qui est, tu sais, être à l'essence, à ma fille, à ma famille. Je suis contente de ce que j'ai, mais peut-être que je ne l'aurai pas demain matin. Fait que je vais être plus intelligente dans ma façon de faire. Puis, j'avais une quote que j'aime beaucoup. Je pense que c'est Mère Teresa qui l'avait dit, mais je ne suis pas certaine. Mais ça dit, quand tu vas mourir, les gens ne se rappelleront pas de qu'est-ce que tu as dit ou qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu avais comme argent, qu'est-ce que tu avais comme bien. Ils vont se rappeler de comment tu les as fait sentir. Puis ça, c'est resté avec moi. Puis c'est vraiment comme mon espèce d'idée dans la vie. C'est ma lignée de pensée. Puis avec la COVID, je suis allée faire des traitements de fertilité au Mexique, en Floride. Je suis allée aux Bahamas, j'ai beaucoup voyagé. Ça m'a fait voir d'autres choses, d'autres passions. Ça m'a fait arrêter aussi. J'étais quelqu'un qui disait, « Hey, travaille 7/7 si tu veux être bon dans la vie, puis puis tu travailles le soir, puis la fin de semaine. » Puis quand j'ai comme tout lâché ça pour vivre des nouvelles passions puis essayer d'avoir un enfant, j'ai compris dans le fond que, tu sais, au travail, veux pas, je suis bonne dans ce que je fais, mais tout le monde est remplaçable. Dans la vie, tout le monde est remplaçable, mais où je suis pas remplaçable, c'est dans ma famille. Ma fille, elle en a juste une mère, tu sais. Fait que maintenant, je suis capable de fermer le téléphone puis de passer du temps de qualité avec ma famille. Je suis capable de dire, je vais encore faire des choses pour nourrir mes passions qui sont pas que travailler. Ça sera pas ça, mes souvenirs dans la vie, tu sais. La semaine prochaine, je prends l'avion super random pour aller essayer de battre un record Guinness en plongée aux Bahamas. Mais je me suis dit, je boucle la boucle de ce que j'ai fait pendant mes traitements IVF. Tu sais, je me fais encore énormément de fun. J'ai encore mon cœur d'enfant. J'ai encore la même passion pour l'immobilier, pour les designs. Je suis en amour avec ma famille. Je trouve que la vie est magnifique. Mais tu sais, je vais chercher ce que je veux dans la vie. Mon bonheur, c'est moi qui le contrôle. Fait que, tu sais, dans mon travail, je pourrais dire, ben oui, je vais juste vendre des maisons ou des tours à condo. Puis, ça se vend plus, les tours à condo. Tu sais, non, je suis comme, non, OK, ben je vais faire d'autres choses. Puis je trouve toujours une façon, un angle d'amener des choses qui me rendent heureuse dans la vie, dans ce que je fais. Fait que je pense que c'est essentiel aussi, tu sais, si tu vas en immobilier pour juste faire de l'argent, tu vas être malheureux. Fais-le si tu as une passion pour ça, tu sais, puis mange-en de l'immobilier, puis touche à plein de domaines, tu sais. J'ai fait du commercial, du résidentiel, du flip, de la construction neuve, du design. J'ai touché à tout pour vraiment peaufiner ce que moi, j'aimais le plus, puis me focusser là-dessus, tu sais. Fait que ça serait ça, ma leçon du jour, ça serait, si tu veux aller en immobilier, sois passionné, tu sais, puis c'est ça. Merci beaucoup, Kim. On va finir avec ce beau monologue. Ouais. J'ai rien à ajouter parce que c'était parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Adam, c'est gentil. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment apprécié que tu partages tes expériences, ce que tu fais en ce moment, comment ton vécu par rapport au marché,
la construction neuve, on a parlé de plein de choses. Si vous avez aimé, n'oubliez pas voilà, à vous abonner, à nous donner des commentaires. Si vous avez n'importe quelle question pour Kim, je mettrai ces informations bien sûr. Si vous voulez voir quelqu'un en particulier sur le podcast, n'hésitez pas aussi à me contacter. Vraiment, je reçois tous les acteurs de la scène immobilière, que ce soit voilà, Kim qui fait énormément de choses. Je reçois aussi des gens qui sont dans la construction, des investisseurs, plein de monde. Voilà, on va finir sur ça. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine.